Bonjour les amis, regardez, j'ai entre les mains un appareil que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un Solex, un appareil qui permet d'observer le soleil de manière particulièrement intéressante, de manière puissante, puisqu'on va pouvoir observer l'atmosphère du soleil dans les raies d'hydrogène, du calcium, du sodium. Beaucoup d'observateurs utilisent cet instrument avec beaucoup de bonheur et avec une qualité, un talent indéniable. Alors, cette vidéo s'adresse à ces observateurs-là, notamment, parce que je vais montrer qu'il est très facile de passer de la spectrographie solaire, la spectroliographie en l'occurrence, à la spectrographie des étoiles. Bon, le Soleil est une étoile, mais on va observer les étoiles beaucoup plus faibles, beaucoup plus lointaines, avec cet appareil-là. Et c'est vrai que le passage du Soleil au stellaire, il n'est pas nécessairement très intuitif, très évident. C'est un vrai pas à accomplir, parfois qui paraît insurmontable par rapport aux difficultés techniques. Bon, l'aspect astrophysique aussi peut faire peur, mais je ne vais pas parler d'astrophysique ici, je vais parler d'observation pure, de l'aspect visuel de ce que l'on voit dans le ciel et ce que les spectres nous offrent, enfin quelques spectres. Alors voilà, donc ça s'adresse aux utilisateurs de Solex avec une petite modification très facile pour pouvoir faire de la spectrographie stellaire de manière rapide et de manière très simple. Alors cette vidéo ne s'adresse pas qu'aux utilisateurs de Solex, elle intéressera peut-être aussi vous-même si vous êtes astrophotographe. Regardez, j'ai sous la main ici un instrument un peu emblématique de la photographie d'aujourd'hui, la photographie astronomique. Instrument compact, très bien corrigé optiquement, grand champ. C'est vraiment un petit standard, c'est presque emblématique de la photographie telle qu'on la pratique aujourd'hui, en nomade par exemple, mais aussi chez soi, de manière immédiate, en profitant de la moindre éclaircie de beau temps. Et puis on a aussi l'informatique qui va avec, par exemple les systèmes ASIER, qui ont une connectivité rapide, on ne s'embête plus avec les drivers, etc. etc. Donc c'est une astronomie facile et performante. Alors justement, mon idée, c'est de vous présenter ici comment on peut associer un astrographe comme celui-ci à un petit spectro comme celui-ci pour faire ses premières armes en spectrographie. La spectrographie, vous en avez peut-être entendu parler, mais sans vouloir oser y toucher. Vous êtes quand même un petit peu curieux et vous faites de la photographie, vous êtes déjà très bon dans ce domaine-là, j'en suis sûr. Et donc le passage pour aller découvrir peut-être quelque chose de nouveau, en tout cas le titiller et voir si ça vous plaît, c'est un peu ce que je vais vous présenter maintenant avec ce type d'instrument et ce type de technique que je vais développer là. Alors cette vidéo est relativement courte, il y a des choses qui vont peut-être vous dépasser un petit peu. De toute manière, si vous avez des problèmes de compréhension, regardez le contenu de ma chaîne Astrospectro, il y a plein de vidéos qui vous expliquent de A à Z de ce que c'est que la spectrographie, comment on débute. Donc je pense que vous allez trouver votre bonheur. Mais en plus, il y a des forums, des listes, la liste Solex, la liste Starex, avec aussi l'équivalent sur Facebook. Bref, une large communauté dynamique, très réactive, très sympa et qui peut vous renseigner sur toutes vos interrogations, bien entendu, sur tout ce que vous voudrez savoir. Dans cette vidéo, vous allez voir que j'utilise à un moment donné une monture AM5, le petit modèle nouveau là, de chez ZWO. Je sais qu'elle intéresse beaucoup de gens. Je ne vais pas faire un focus dessus dans cette vidéo-là. Ce sera l'objet de la suivante, où je parlerai donc de la M5, de l'écosystème ASIER de manière générale. Donc ne soyez pas déçus si je ne fais que effleurer la question. Mais il y aura des choses intéressantes, du pour, du moins bon. Enfin, en tout cas, je vous invite à la suite. Alors, ce qui fait la grande facilité de ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que la fente habituellement mise ici à l'entrée de Solex, une fente sur laquelle on forme l'image du soleil, qui est à la base très fine, elle fait seulement 10 microns de large, eh bien on ne va pas la mettre, on va la mettre de côté et on va remplacer par une fente bricolée, vraiment ici à l'occurrence en impression 3D. Vous pouvez utiliser à peu près ce que vous voulez. On la positionne au même endroit que la précédente, mais cette fente est beaucoup plus large. Regardez, elle fait ici de l'ordre de 2 mm de largeur, ce qui veut dire qu'on va travailler quasiment sans fente. D'ailleurs,
On appelle ce mode d'observation spectrographie sans fente. En vérité, il y a une fente, malgré tout, mais elle est relativement large, ce qui va avoir quelques effets qui permettra par ailleurs de diminuer un peu le fond de ciel. Mais c'est un mode particulier et en fait, l'intérêt, c'est que on n'a plus besoin de système de guidage que l'on met habituellement devant la fente étroite quand on veut faire des spectres d'étoiles. On utilise tout simplement cette grande ouverture. Et en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est travailler en fait comme en mode photographie. On pointe le ciel, on pointe un objet et on fait des pauses. On ne s'embête pas, on ne fait pas plus de choses, on autoguide éventuellement, et puis c'est tout. Donc c'est ça la simplicité, et c'est ça qui va permettre d'arriver très vite à vos premiers spectres. Alors un Solex transformé en spectrostellaire, mais avec une très petite modification. C'est très léger, regardez, je pèse. On est à un peu plus de 500 grammes, 550 grammes. Donc, on ne peut pas dire qu'on va alourdir considérablement le télescope. Ça, c'est évidemment le résultat de l'impression 3D. C'est les petites caméras et cet ensemble-là qui est vraiment poids-plume et qui ajoute du confort d'utilisation. Alors, sans plus attendre, passons à l'observation. J'ai sous la main ici un modèle ASCAR d'astrographe, un beau Petzl. On ne va pas commencer par ça en vérité, on va commencer par une lunette un peu plus grosse, mais on reviendra sur l'ASCAR à la fin de la vidéo, soyez patients. Voilà, notre Solex est en place. En fait, c'est un Starex, puisque on a simplement mis une fente large, et cette simple fente permet de convertir un Solex à un Starex, c'est-à-dire le Solar Explorer en Star Explorer. Alors le tout est monté sur une lunette de 80 mm à peau de 480 mm de focale. Et puis on a au sommet ici, très important, un chercheur, mais qui est un chercheur de bonne qualité, mais pas très très coûteux, mais quand même de bonne qualité, et qui permet de faire à la fois évidemment la recherche des objets, mais aussi le guidage. Alors ici, on a une caméra qui est une caméra ASI 290 mm mini, petit pixel, 2,9 microns seulement, pour garantir une bonne qualité de suivi. Et c'est ce suivi-là qui va nous permettre d'obtenir des spectres, par ailleurs, très bien posés, toujours au même endroit sur le capteur, et y compris à l'absence de fente. Alors, le tout est fixé sur une monture, c'est une AM5, vous la reconnaissez, donc c'est une monture efficace, avec le petit système ASIR plus ici qui permet de faire le pilotage, qui est un micro-ordinateur, et qui permet de faire le pilotage complet de l'ensemble à distance. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour réaliser des beaux spectres d'étoiles. Alors, un petit détail encore, regardez bien, c'est un spectrographe, ici, en fait, un Solex, réellement, dans le sens où on a vraiment le réseau ici de 2400 mm, donc une résolution maximale, on verra ça sur les spectres. Et puis le même objectif ici, exactement la configuration solaire avec ici une focale de 125. Encore une fois, la différence, c'est la fente. L'ensemble est donc convertible directement du solaire au stellaire. Côté caméra, on a ici un fil qui part bien sûr. Là, il n'est pas relié à l'ASIR. Je préfère acquérir les images sur un ordinateur. C'est quand même un peu plus facile pour la visualisation, pour le contrôle de la qualité des images. Mais enfin bon, on peut aussi imaginer de le brancher sur l'ASIR+, pour avoir un ensemble encore plus compact. Mais bon, j'utilise un ordinateur auxiliaire pour cette observation. Bien commode aussi, il y a le système AEF pour la focalisation. C'est précis, efficace, pilotable à distance évidemment avec l'ASIR. Ça, c'est vraiment excellent. Alors, ASIR+, vous avez noté, une petite antenne, mais pas très pratique. Parce que, bon, je suis à 10 mètres, mais il y a un mur entre moi et le point où j'observe et le télescope, la lunette ici. Donc, recommandation, un petit répéteur Wi-Fi de ce type-là, ici, modèle Opal, qui est de bonne efficacité et qui vous permet de réaliser directement cette liaison avec une bonne fiabilité sans vraiment de vraies coupures. Allez, c'est parti pour une séance d'observation. Vous vous en doutez déjà, vous l'avez vu, je vais beaucoup travailler avec le système ASIR et donc sur tablette. Vous allez voir ça.
Une opération importante consiste à aligner l'axe du chercheur avec l'axe de la lunette. Alors par exemple, vous pouvez viser une étoile brillante ou comme ici la Lune. Et vous centrez la Lune et puis vous observez avec un oculaire tout simplement dans la lunette principale pour avoir effectivement les deux objets bien au centre dans les deux circonstances. Après, vous pouvez mettre le spectrographe et il y a une bonne chance que vous ayez pratiquement directement l'étoile visée, par exemple, dans le champ du spectrographe. Compte tenu de la courte focale, les choses sont un petit peu simplifiées. Et on peut regarder maintenant sur la caméra principale, la caméra de Starex, ce qui se passe. Ici, je fais une acquisition avec le logiciel Prism. On retrouve notre raie de l'hydrogène ici, mais très élargie. Elle est au centre du champ ici, mais très élargie parce que la fente est très large. En gros, ce qu'on voit, c'est une image de 2 mm de largeur de fente, mais réduite par l'anamorphose du spectrographe. Bon, je n'entre pas trop dans les détails. Et puis, on peut voir aussi, alors le spectre, il s'étale comme ceci. On est dans la partie rouge, donc une zone très, très étroite dans le spectre, en vérité. Et puis, on voit des stries verticales, horizontales comme ça, et ces stries, ce sont des détails sur la Lune, que l'on est en train de fabriquer, qu'on image actuellement sur l'entrée du spectrographe. Et d'ailleurs, si je bouge le curseur du spectro, on va voir en principe, voilà, je suis en train d'agir sur le déplacement et on a en même temps, effectivement, sur l'image, ici avec le petit paddle, on a en même temps, effectivement, la capacité de s'orienter. Voilà. Et donc, on voit cette structure ici, en fait, ce sont les détails de la surface lunaire, mais qui sont coupés par la fente et dont on voit effectivement la photométrie verticale ici. Et un rappel, le spectre est horizontal. Alors, une petite astuce, si on appuie sur les boutons ici haut et bas qui font avancer et reculer la mise au point via le système EF, eh bien on peut arriver, en regardant sur l'écran, à avoir des détails lunaires les plus fins possibles ici, enfin les plus tranchés. Ça veut dire que notre image de la Lune, en fait, va avoir un plan de netteté qui va se confondre avec celui de l'entrée du spectrographe, avec celui de la fente. Et donc, quasiment, en observant comme ça un objet assez brillant, on a déjà un pré-réglage efficace de notre instrument. Quand on va pointer les étoiles, il est quasi sûr qu'on aura le spectre déjà bien net de ces étoiles ici, bien fin. Alors donc, encore une fois, c'est sur les contrastes qu'on agit pour bien focaliser, encore une fois, en agissant sur les petits boutons ici du système de focalisation. Alors regardez ici, on a pointé Jupiter, on reconnaît le disque au centre, enfin comme un point brillant, mais aussi les satellites galiléens de part et d'autre. Et du coup, on peut essayer déjà, alors il fait encore jour, mais on peut déjà essayer de regarder un peu le réglage du spectrographe. Alors c'est ce qu'on voit sur l'écran ici. Donc ici c'est l'écran du logiciel Prism qui lit la caméra principale du spectrographe. Et ce trait, c'est le spectre de Jupiter, enfin encore une fois un petit détail dans le rouge. Le trait que vous voyez vers le centre ici, c'est la raie de l'hydrogène, la raie H-alpha. Mais vous voyez, elle est inclinée. Alors, ce n'est pas un défaut optique. Regardez, il y a des raies qui sont plutôt verticales. Et ces raies-là, en fait, ce sont des raies qui sont liées à l'atmosphère. Mais le fait que la raie de l'hydrogène, qui est réfléchie par le disque de Jupiter, soit inclinée, indique la rotation de Jupiter entre le bord du haut et le bord du bas. Ici, il y a un effet de vitesse, un bord qui s'éloigne, un autre qui s'approche, et du coup, ça fait cette inclinaison très spectaculaire de la raie. Alors ici, on est avec un spectrographe sans fente, donc l'image est un petit peu floue, ça c'est normal parce que le disque de Jupiter a une certaine dimension, mais on voit déjà ce genre de détails. Remarquez une chose, c'est qu'on a fait aussi l'orientation, par ailleurs, du spectre pour l'avoir l'axe de dispersion approximativement horizontal. C'est pas parfait, mais c'est bien suffisant pour faire ce qu'on veut faire maintenant. Et comme Vénus n'est pas très loin de Jupiter actuellement, il y a une très jolie conjonction, comme on peut le voir ici, eh bien on peut aussi faire le spectre de Vénus. Alors ici Vénus dans le chercheur, et Vénus ici sous forme d'un spectre, c'est le trait horizontal que vous avez là, avec la raie d'hydrogène toujours au centre, cette fois-ci non inclinée parce que le disque est quasi ponctuel et on n'a pas d'effet de rotation sur le disque. La raie à chaque face est recollée parce qu'elle est bien contrastée. De chaque côté, l'autre raie, en fait, c'est des raies solaires ou de raies de l'atmosphère terrestre. À ce stade-là, eh bien, on peut travailler, alors toujours au crépuscule,
pour obtenir le spectre le plus étroit possible. On agit donc pour ça sur le système EAF de focalisation. Et normalement, la finesse de largeur du spectre va correspondre aussi à la finesse maximale des raies, c'est-à-dire les raies les plus résolues possibles, les plus fines possibles. Alors justement, la résolution ici est particulièrement élevée déjà. Hein. Le disque de Vénus étant très très fin, très petit, on a déjà une résolution qui doit dépasser quelque chose comme R égale 20 000 à peu près, même supérieur à ça. Donc c'est un spectre très très fin, très résolu de la planète Vénus. Alors c'est le bon moment aussi de se servir de la raquette virtuelle, ou en tout cas apprendre à s'en servir. Donc c'est les mouvements en ascension droite et en déclinaison. Et suivant comment on appuie sur ces boutons, eh bien on va faire bouger le spectre verticalement ou horizontalement. Horizontalement sur l'axe des longueurs d'onde, par exemple pour centrer la RH alpha au milieu de l'écran, c'est là où il faut la mettre. Hein. C'est comme ça qu'on a orienté le réseau de telle manière à ce que ce soit optimum lorsque la raie est au centre. Et puis verticalement, effectivement, il faut essayer d'être le plus au centre. Bon, a priori, il y a une tolérance, mais c'est là qu'il y aura la meilleure qualité. Donc pensez bien à manipuler ceci hein, sur la raquette. Alors, il se trouve que je suis inversé. Hein, je suis avec l'axe de déclinaison qui est parallèle, donc qui est l'axe de la dispersion. En général, on fait l'inverse, mais bon, c'est comme ça qu'on a orienté Solex, plutôt Starex à l'occurrence, sur notre lunette. Mais bon, il n'y a pas de problème, donc on manipule et on regarde et on note bien comment ça bouge en fonction des boutons que l'on appuie. Et puis comme cela, on met ça sur un bout de papier et toute la nuit, on va se référer à ce document, à ce petit dessin pour orienter notre spectre dans l'image. Alors par exemple ici, je vais manipuler un bouton, celui-ci par exemple, et on va voir l'effet sur le spectre et on voit qu'on va se déplacer verticalement, hein, d'accord, ici, et donc puis je peux aller dans le sens inverse bien sûr, voilà, et en même temps ça étale les raies pendant qu'on fait le mouvement, ce qui est toujours un peu spectaculaire parce qu'on voit mieux les raies de l'objet. Regardez une petite astuce, je vais essayer de voir si je suis bien centré, si l'image de l'objet, ici Vénus, est bien centrée par rapport à la largeur de la fente. Alors dans mon cas, il faut que j'appuie sur le bouton du bas, le bouton de déclinaison pour aller déplacer le spectre horizontalement vers la gauche. Donc c'est ce que je vais faire et regardez ce qui va se passer sur l'écran. Donc je vais appuyer et puis regardez, je suis en continu. Vous voyez, la RH alpha se déplace vers la gauche et à un moment donné elle va disparaître. Voilà, elle a disparu. Ça veut dire que Vénus est sortie de la fente. Alors, si on regarde où on est dans l'écran de contrôle, on est ici, et ça correspond à un des bords de la fente. Alors, on peut faire la manœuvre en agissant de l'autre côté, ici, et normalement, on va voir réapparaître Vénus, et puis on va voir à nouveau, donc on la déplace vers la droite, cette fois-ci la RH alpha, et elle va disparaître de l'autre côté. Alors, on peut noter la disparition. Normalement, on devrait être symétrique en fait par rapport au centre de l'écran. Donc voilà, elle vient de disparaître. Et on regarde où on est ici. Donc on voit à peu près qu'on est relativement bien centré. Et donc c'est vraiment dans cette zone-là qu'il va falloir positionner nos étoiles pour être sûr qu'elles sont au centre de la fente de grande largeur, ici de 2 mm de large. Ah voilà, on pointe notre première étoile. Alors ici c'est l'étoile Aldébaran. Et donc bien, on va pouvoir essayer de la regarder dans l'image du système de guidage ou pointage. Et on voit effectivement ici Aldébaran. Alors, on l'a positionné à l'endroit où on avait positionné tout à l'heure les planètes pour avoir le spectre approximativement centré. Là, je l'ai décalé un tout petit peu pour mieux voir les choses, mais si on regarde sur l'écran, et c'est une acquisition en temps réel, on a ici une pause de 3 secondes sur le spectre d'Aldébaran, et on voit un trait très fin ici cette fois-ci. C'est vraiment une étoile, c'est un point dans le ciel, mais donné par une lunette de très haute qualité, hein, bon, et puis une courte focale aussi, ça aide bien. Et donc on voit le spectre ici, et on voit au centre la raie H alpha, avec beaucoup d'autres raies dans cette étoile, qui est une étoile relativement froide, et qui montre effectivement un grand nombre de raies très très fines. Et donc voilà, on a réussi en quelques secondes seulement à
pointer l'étoile. Alors avec le système ASIER, c'est trivial, hein. On peut faire du plate solving très efficace, par exemple, pour affiner le centrage. On fait un premier shoot sur la caméra de guidage pointage, on positionne l'étoile et on se met dans le logiciel d'acquisition principal et on fait une pause ici 3 secondes. Alors je vais poser plus longtemps bien sûr, mais voilà, c'est typiquement ce que l'on voit en 3 secondes. Alors c'est un spectre extrêmement résolu. Alors toujours le même jeu, hein, c'est qu'à un moment donné, là j'ai été j'ai été amené à corriger la focalisation de telle manière à avoir un spectre extrêmement fin ici. Mais voilà, le résultat, c'est de la spectrographie vraiment, vraiment tranquille. Voilà, notre spectre est correctement centré dans la caméra principale d'acquisition. Alors une étape importante va être de faire l'autoguidage. Alors là aussi c'est extrêmement simple avec le système ASIER, ou d'ailleurs tout autre système, hein, on pourrait utiliser d'autres logiciels, mais bon, là j'utilise la solution intégrée de ZWO. On arrête la pause. On va sélectionner cette fois-ci, alors c'est la même caméra qui va servir à la fois pour le pointage guidé et pour le guidage, donc il va falloir sortir du mode pointage ou centrage et puis rentrer ensuite dans le mode autoguidage. Donc on sélectionne toujours la petite 290 mm qui est au foyer de la lunette et vos guides. On la sélectionne, voilà, et puis ensuite là c'est de l'habituel, hein. On va sur le système de guidage. Alors on va faire une pause de, allez, on va dire 3 secondes. On va lancer une première exposition. On va voir le champ de la caméra de guidage. On retrouve ici Aldébaran, mes 10 doigts le tour. On enclenche le guidage ici. Le logiciel trouve automatiquement nos étoiles. Et donc derrière, ça reste très facile parce que ça guide. Et on peut maintenant lancer des expositions sur la caméra principale pour acquérir les spectres pendant plusieurs dizaines de secondes, plusieurs minutes, et en accumuler beaucoup. Le spectre sera toujours très bien centré parce que le guidage se fait vraiment une fraction de seconde d'arc, quelques secondes d'arc, et ça reste très, très satisfaisant. On voit ici le défilement ici du guidage, la précision qui s'affiche. Donc on va être très précis sur le guidage et donc très précis spectralement. On pourra additionner les spectres avec confiance, ils seront bien centrés, malgré qu'on n'utilise pas une fente étroite. Tout est en place, donc le guidage et l'acquisition. Alors pour l'acquisition, vous pouvez utiliser le logiciel de votre choix, il y en a plein de possibilités. Bon, ici j'utilise Prism, je suis bien habitué, je l'aime bien, il y a beaucoup de capacités. Vous pouvez aussi utiliser d'autres softs, hein, par exemple CCDCL ou encore les logiciels fournis avec la caméra, voire SharpCap éventuellement. Bon, donc tout est possible ici, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc simplement, il faut pouvoir sauvegarder les images en séquence sur le disque dur. Alors notez que je fais une acquisition en séquence, donc, et là je fais des pauses d'une minute. Et j'en fais une dizaine, ça devrait être suffisant pour avoir un bon rapprochement sur bruit à la sortie et faire l'addition des spectres, un peu comme en photographie, pour améliorer le rapprochement sur bruit et avoir un joli profil spectral de notre étoile Aldébaran. Et voilà la première image de notre étoile qui apparaît sur l'écran en 30 secondes. Alors, je rappelle que je suis avec une caméra non refroidie, hein, bon, mais on peut quand même faire des pauses relativement longues. La température est de l'ordre de 10 degrés dehors actuellement, ça va rafraîchir un petit peu. Il faut de temps en temps faire des cartes du signal d'obscurité, mais n'empêche que ça donne un résultat déjà très correct. Et on voit déjà le spectre ici, en fait, je l'ai agrandi un petit peu à cet endroit-là. Et on voit notre RH alpha ici, malheureusement confondu avec le réticule, mais on voit beaucoup de détails dans le spectre. Donc c'est très bon signe, ça veut dire que l'on fait une bonne acquisition. Et surtout, c'est très confortable, parce que je rappelle que pendant ce temps-là, on est en train de guider automatiquement sur fente large, mais avec sûreté. Alors ici, par exemple, ici l'étoile Alcyone dans le mât des Pléiades. Et donc, je crois qu'il va falloir aller manger, mais c'est tellement rapide. Regardez, ici on a le spectre qui apparaît avec la RH alpha, mais cette fois-ci en émission. Bon voilà, ça passe tranquille. Eh ben écoutez, comme il dit, c'est l'heure, on va se mettre à table.
Regardez ici, on est en train de faire le spectre de l'étoile que je pointe avec le doigt. C'est l'étoile Pléiade, on est dans la mode des Pléiades, mais c'est 45. Et juste au-dessus de Pléiade, on a une autre étoile, ici on la voit, c'est l'étoile Atlas. Et remarquez une chose, par coïncidence, les deux étoiles sont alignées verticalement. Et ça a un impact au niveau du spectre, plutôt au niveau des spectres, parce que quand on fait l'image spectrale de ce champ, voilà ce qu'on obtient. On a deux spectres en fait, l'un au-dessus de l'autre. En haut, le spectre de Pléiade, et en bas, le spectre de l'étoile Atlas. Et la superposition est presque bonne aussi, hein, et il s'en fallait de peu pour que l'alignement des étoiles fasse que les traces soient parfaitement superposées, ce qui évidemment aurait été un gros problème. Là, l'écartement est suffisant, par traitement on pourra les séparer, mais il s'en faut de peu. Hein. Donc attention, c'est le problème de la spectrographie sans fente. Hein. Il y a plusieurs étoiles dans le champ, et par mauvaise chance, les traces peuvent se superposer. Bon, c'est un cas d'école, mais il est assez rare, donc pas d'affolement. Alors, remarquez l'image de Pléiade ici, hein, c'est une étoile BE, hein, avec une jolie émission au centre. En fait, une émission particulière dans le sens où il y a une grosse bosse en émission, mais au centre, il y a une absorption en même temps. C'est un profil d'Ischel, en fait, c'est un disque qui tourne autour de l'étoile, et le disque est vu de profil par rapport à l'étoile, ce qui donne cet effet-là. Alors là, je fais des pauses de 90 secondes, hein, et j'en fais une petite séquence. Et voilà, ça se passe très bien sur cet amas des Pléiades où il y a beaucoup d'étoiles dites BE. Hein, non, c'est ces étoiles qui sont particulières avec ce disque. Et voici quelque chose qui va vous paraître étrange. Regardez, on est en train de faire le spectre de la nébuleuse d'Orion, hein, on le reconnaît bien. Et puis, si on regarde ce que ça donne, eh bien voilà, on a ceci. En fait, on est sur la Rh alpha. La Rh alpha est au centre ici. Mais elle est flanquée de chaque côté de deux raies qui sont des raies de l'azote, souvent confondues. Hein, évidemment, quand on fait une image de la nébuleuse d'Orion avec des filtres, c'est confondu. Mais là, on arrive à voir les structures de la nébuleuse d'Orion, qui d'ailleurs ne sont pas tout à fait identiques en fonction de la raie considérée. Et donc, on voit une image monochromatique dans la raie de l'hydrogène, H-alpha, et une image monochromatique dans les deux raies, ici, de l'azote de chaque côté. La résolution est très forte. Hein, on arrive vraiment à séparer toutes ces composantes très facilement. Mais encore une fois, comme on n'a pas de fente, en fait, chaque point de la nébuleuse donne un spectre et on voit cette structure qui se dessine, qui est toujours assez spectaculaire. Alors regardez bien cette image par rapport à celle-ci. Et là, on s'aperçoit que l'image d'Orion, en fait, les images monochromatiques d'Orion sont compressées sur un axe par rapport à l'autre. Ça, c'est le phénomène dit d'anamorphose, hein, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de focale différente suivant les deux axes, une compression sur un axe par rapport à l'autre. C'est le phénomène d'ailleurs qui, dans Solex, permet d'avoir des raies plus fines sur cet axe-là, l'axe de dispersion, et d'avoir une résolution beaucoup plus élevée que bien d'autres spectrographes. En fait, c'est le calcul qui donne ça. Alors bien sûr, on pourra me dire que ce que j'ai montré là nécessite quand même du matériel, hein, une bonne lunette, il faut un ordinateur en plus, hein, et puis bon, c'est un peu abstrait aussi, bon voilà, on voit pas beaucoup de couleurs dans tout ça. Alors je vais y remédier un petit peu et vous montrer une variante voisine, mais peut-être plus facile à utiliser, peut-être plus agréable aussi à utiliser. Alors je vais employer pour ça un astrographe ici, un Ascar 300, 60 mm de diamètre. Ces optiques-là, enfin ces équipements-là sont maintenant très courants. Ça coûte le 24-36, très généreux, très puissant finalement et pas trop cher. Donc c'est assez populaire. Et évidemment, on peut mettre au foyer ce genre de caméra ici, une ASI 6200, bon, plein format encore une fois. Donc quelque chose qui donne beaucoup de couverture sur le ciel. Là, on va travailler sur un champ beaucoup plus réduit. On va mettre en fait un spectrographe, notre petit spectrographe Starex. On va travailler sur des étoiles, plus ou moins au centre du champ. Et on va voir que ça marche pas si mal que ça. Alors, autre nouveauté, je vais utiliser toujours bien sûr notre spectrographe, mais cette fois-ci équipé d'une caméra couleur, une ASI 678 MC. Donc on va voir nos spectres, non plus en noir et blanc, mais on va les voir en couleur, ce qui donnera une autre dimension à notre observation, à notre petite démonstration. Alors un autre changement, si au début de cette vidéo on a travaillé avec la très haute résolution spectrale,
on faisait une sorte de zoom sur l'arrêt de l'hydrogène. Cette fois-ci, on va changer le réseau, on va mettre un réseau beaucoup moins dispersif, un réseau de 300 traits par millimètre, précédemment c'était 2400 traits par millimètre, et donc ce réseau disperse moins et va nous permettre de voir le spectre visible dans sa globalité à une seule image, ce qui sera aussi un peu plus parlant. Et voici notre ensemble monté, avec d'un côté donc la lunette SCAR 300 et de l'autre notre Starex. Poids plume par rapport à la lunette, il n'y a aucun problème pour intégrer l'ensemble. Et puis on va compléter par un petit chercheur ici un Art Sky de 60 mm. Il est important quand même, il permet bien sûr de pointer. Bon, c'est pas trop difficile avec ce genre de lunettes, le champ, la focale est relativement courte, 300 mm. On est sur une bonne monture, toujours dans notre AM5, mais ça va permettre aussi de faire du guidage pendant qu'on expose les spectres. Alors, dernier changement que je vous propose, c'est de ne pas utiliser d'ordinateur du tout. C'est de travailler intégralement sur le système ASIR, ici un ASIR+, à la fois pour guider. Bon, maintenant avec la monture qu'on utilise et sur quelques minutes de pause, franchement, ça suit extrêmement bien. Donc pas absolument indispensable, mais en tout cas on peut pointer. Et puis surtout acquérir les spectres directement donc, sur la carte mémoire de l'ASIR+, et donc être entièrement autonome. On va sur le terrain, il y a très peu de choses à brancher, ça marche tout seul, c'est une très bonne démonstration, on est très léger, c'est très agréable et très pratique. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant aussi. Et toujours ce point fondamental, c'est qu'au foyer de notre spectrographe, on n'a pas une fente étroite, on a toujours cette fameuse fente large faite en impression 3D qui coûte moins d'1 centime d'euro à fabriquer, mais qui change la vie complètement quand on veut débuter en spectrographie, comme on a vu déjà et comme on va le voir maintenant sur ce que l'on va faire avec ce montage-là. Voici maintenant l'ensemble sur la monture, alors une AM5. Alors cette AM5, j'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, plus en détail. Simplement, on voit que c'est quand même bien proportionné. C'est un bon look, c'est un bon aspect. Et ça, mine de rien, c'est important pour pouvoir observer de manière agréable. L'esthétique, ça compte aussi. Alors, écoutez, pour voir un petit peu ce que ça donne, on va revisiter un objet qu'on a fait tout à l'heure, mais sur un aspect un petit peu différent. Ah bien, on va choisir un grand classique, c'est la nébuleuse d'Orion. Facile à trouver, facile à pointer. Et là, avec le système ZWO, évidemment, le pointage s'est fait tout seul et précisément. Je ne vais pas insister sur ce point-là, mais ce qu'on va regarder maintenant, c'est une image. Et vous voyez ici, il y a une image centrée. Je vais la refaire pour vous montrer la chose. On va poser 2 secondes ici sur le champ qui correspond au petit chercheur qui est en parallèle avec la lunette principale et qui est équipé d'une caméra ASI 290 mm mini. Et on voit donc la nébuleuse d'Orion proche du centre. On va lever le réticule ici. Et puis on va arrêter. Alors là, il y a une opération à faire, c'est que on était sur le chercheur, on va maintenant se commuter sur le spectrographe, c'est-à-dire la caméra principale, notre caméra couleur. Et regardez ici, donc on est avec la ASI 290. C'est une manœuvre malheureusement qu'il faut faire souvent avec ce système ASIR, malheureusement parce qu'il n'accepte pas plusieurs caméras. Mais on va choisir ici la ASI 678 MC couleur et qui est donc la caméra principale d'acquisition des spectres. Alors il faut penser à sélectionner ici la caméra. Le gain est de 120, c'est un bon compromis. Voilà. Par rapport au bruit, par rapport à la sensibilité globale. Et bien on va faire une pause. On va rester sur une pause de 2 secondes, on est en binning 1.1 et c'est parti. Et on va voir ce qui se passe. Et voilà, on a un spectre au bout de 2 secondes qui apparaît. Alors je vais arrêter les pauses parce que ça brouille un petit peu la visualisation. Mais que voit-on? Eh bien, on voit des spectres d'étoiles qui sont des traits horizontaux, qui vont du bleu jusqu'au rouge. Mais on voit aussi, en filigrane en quelque sorte, l'image de la nébuleuse d'Orion. Alors ici, c'est la région de l'arrêt H-alpha, c'est l'arrêt H-alpha. Puis ici, on a l'arrêt H-bêta, plus des raies de l'oxygène.
Et on voit aussi bon, des zones un peu plus faibles ici, l'hélium, le soufre ici, mais on va faire une pause plus longue. Alors je rappelle qu'ici, on est sur une pause de 2 secondes. On voit un fond coloré, hein. Il y a la lune qui éclaire le ciel actuellement. On est en fente large, donc on prend quand même le fond de ciel dans l'image et elle imprime pas mal le capteur. Alors on va se mettre sur une pause plus longue. On va choisir par exemple une pause de 30 secondes. Voilà, c'est fait. Et puis on va faire l'exposition, toujours en binning à 1. Et on patiente un petit peu pour voir notre objet. Donc il n'y a pas de fente, hein. C'est très facile. On est passé directement du chercheur à l'image spectrale instantanément. Donc on peut faire à la fois des images avec le chercheur par exemple, ou une lunette un peu plus sophistiquée, et puis derrière faire le spectre de l'objet qui est dans le champ du chercheur, comme on le montre ici. Voilà, il reste plus que 4 secondes, 3 secondes, 2, 1, et on va voir notre image qui s'affiche, et là voilà. Donc il y a moins de bruit bien entendu, hein. On va arrêter les pauses, et on voit notre image ici, hein, d'Orion, avec la région donc H-alpha ici. On voit d'autres détails, hein, d'accord. Alors comme on est en fente large, évidemment il y a une espèce de brouillage de tous les points de la nébuleuse qui font effectivement une raie, mais qui est étalée en quelque sorte. Mais on peut voir ici donc les draperies, etc. Voilà, et on voit encore une fois le trapèze. D'ailleurs, si on détaille un petit peu, la focale et la lunette est tellement bonne, la petite Ascar de 300, qu'on arrive à voir en fait les étoiles individuelles du trapèze d'Orion vers le centre. Voilà, et bien après, eh bien, on fait les procédures classiques, hein. On se met en mode autorun, on lance l'autorun, mais là on est vraiment dans les choses qui sont très très typiques de la photographie, hein. On règle l'autorun avec par exemple des pauses de 30 secondes, et comme ici, rappelez-vous le gain de 120, on va en faire 5, et puis on dit OK, et puis c'est parti pour faire une séquence. Derrière, on enchaînera avec des darks, des offsets, vraiment dans un terrain connu par rapport à la photographie. Voilà, et donc on lance les pauses et c'est parti pour faire notre séquence d'Orion. Voici une vue un peu détaillée du spectre de la nébuleuse d'Orion avec un petit panoramique. On part du rouge, l'Ariège alpha, et on finit dans le bleu après les raies H-bêta et de l'oxygène. À présent, on va chercher l'image de la nébuleuse non dispersée, hein, c'est-à-dire à l'ordre 0. On tourne pour cela la roue du Solex. Alors, voici l'image de la nébuleuse d'Orion, avec donc à l'ordre 0 du spectrographe. Donc, enfin, on voit la fente, en fait, une très très large fente. Ici, elle fait 2 mm de large pour environ 4 mm de haut. Et la nébuleuse rentre donc assez aisément, donc du coup il y a une bonne tolérance de pointage, et c'est cette lumière qui rentre dans le spectrographe et qui va nous permettre de réaliser donc le spectre. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit l'image non dispersée, donc l'image d'ordre 0, c'est comme si on se réfléchissait sur un miroir. En quelque sorte, le spectrographe se transforme en un imageur classique. C'est entre parenthèses une image en couleur, parce qu'on utilise en même temps qu'on a vu tout à l'heure l'image couleur du spectre avec une caméra couleur, et bien on a aussi, puisque on n'a pas modifié, on a toujours ici une image en couleur de la nébuleuse d'Orion. Donc on voit un petit peu cette fenêtre sur l'univers ici, et c'est tout ce qui se trouve dans cette fenêtre-là qui va fabriquer un spectre, ou des spectres d'ailleurs, de l'ensemble des objets qui sont dans cette fenêtre. Alors cette fente un peu particulière, hein, très large, a été fabriquée à l'impression 3D, hein, on le sait, et on voit ses défauts, hein. On voit en particulier qu'il y a des espèces de bavures, en fait ce sont des petits fils qui subsistent, c'est loin d'être régulier, bon, c'est de la fabrication 3D, bon, enfin ça suffit quand même pour, disons, atténuer sensiblement le fond de ciel, de cette manière quand même à avoir pour beaucoup la lumière de l'étoile qui impressionne, le capteur et le fond qui intervient relativement peu. Sauf qu'ici, on est avec la Lune très très forte, et donc évidemment le fond est très lumineux. Le principe de la spectrographie, c'est de faire des fentes de plus en plus étroites pour isoler l'objet d'intérêt et le centrer dessus. Ici, on travaille sans caméra de centrage proprement dit.
C'est la caméra principale en quelque sorte qui fait le spectre, qui nous permet aussi de voir l'image. Donc il faut quand même une bonne tolérance de positionnement. Mais c'est vrai que quand on fait de la spectrographie avec des spectrographes disons, qui vont nous permettre de faire peut-être une analyse plus fine, encore que celle-ci est déjà assez fine, eh bien il faudra mettre une seconde caméra qui surveille vraiment le positionnement de l'étoile dans la fente. Ici, c'est pas vraiment utile, encore une fois, c'est une large échancrure sur le ciel. Alors remarquez que pour avoir des spectres bien nets, il faut que les images des étoiles soient elles-mêmes bien nettes dans l'image d'ordre 0. Vous voyez le bord ici de la pseudo-fente est bien net, mais aussi les étoiles. Alors on agit évidemment sur ici le système de focalisation EAF du système de l'écosystème ZWO, hein, ou autre d'ailleurs. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir des étoiles ponctuelles, de telle manière à avoir des traits dans notre spectre, en fait, la trace la plus fine possible, et aussi les raies les plus fines possibles. Donc comme en photographie, il faut chercher à avoir une netteté, et elle se fait relativement à la fente que l'on voit ici, à sa bordure. On la rend d'abord nette avec le réglage sur le spectrographe, puis on agit sur le télescope, de telle manière à focaliser dans le même plan la netteté des images. Alors on peut aussi faire des spectres d'étoiles, hein, donc c'est le trait qu'on voit horizontal, pas que les nébuleuses. Hein. Donc une étoile avec tout le spectre visible en vraie couleur, hein, avec des raies d'absorption, les raies d'hydrogène en l'occurrence ici. Et tout ça c'est fait, encore une fois, avec une tablette ou simplement un téléphone portable. Ah, c'est tellement facile à faire que on peut prendre le repas en regardant d'un œil le live stacking spectro en train de se faire. C'est vraiment cool. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez compris, et je l'ai dit au début, hein, elle s'adresse surtout aux astrophotographes, à tous les observateurs du ciel qui ont entendu parler de spectrographie, qui ne savent pas trop ce que c'est, qui disent c'est bien compliqué. Mais finalement, on peut s'apercevoir qu'avec les moyens que l'on a, les bonnes petites lunettes aujourd'hui, et des moyens aussi réduits en termes d'instruments, un spectrographe qui peut vous servir à observer le soleil, c'est vraiment très agréable, pas cher, quelques centaines d'euros seulement à faire, grâce aux nouvelles caméras aussi, et puis l'informatique qui va avec, on a le moyen de découvrir cette activité passionnante qui est la spectrographie astronomique, encore une fois sans dégâts, sans prise de tête. Et puis, comme j'ai pu le montrer aussi, finalement, avec les habitudes de la photographie, donc vous n'êtes pas dépaysé. Alors, cet ensemble-là, les petits instruments comme cela, un spectrographe de ce type-là, très léger, facile à faire, et puis l'informatique qui va avec, très ergonomique, c'est ce que j'appelle la spectrographie 2.0, c'est la spectrographie moderne, et on en reparlera dans d'autres vidéos, croyez-moi. Alors voilà, écoutez, bonnes observations et à très bientôt.